Elle est en place, c'est La Poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une femme... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes ? Comment habitent-elles leur corps de femme ? Que pensent-elles ? Écrivent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Amandine Gay. J'ai essayé de faire un happening dans le podcast de Lorraine Bastide. Donc j'ai enlevé mes vêtements. Ma première rencontre avec Amandine Gay s'est faite sur YouTube. C'était un extrait de son film. Une jeune femme y parlait de son enfance, filmée en plan serré, lumière naturelle. Elle disait « Je pensais qu'en grandissant, on devenait blanc, et donc qu'on devenait joli. » Derrière ce témoignage, il y avait un long métrage, Ouvrir la voie, où des femmes noires vivant en France ou en Belgique y racontent leur vécu, dans une démarche qui me parle d'autant plus qu'elle correspond au credo de La Poudre. On peut être quelqu'un d'autre, quoi. On peut prendre différents corps. J'ai assisté à une projection d'Ouvrir la voie un soir de décembre au cinéma L'Écran à Saint-Denis. C'était la première fois que je voyais un public applaudir pendant un film, plusieurs fois. Le travail d'Amandine Gay vient pallier un vide abyssal. Il est une réponse à l'invisibilité des femmes noires dans les médias, dans la société. D'exceller dans tout ce qu'on fait pour justement ne pas être le cliché, ne pas être ce qu'on attend de moi. Ce film, Amandine Gay l'a produit seule, avec le soutien d'une campagne de crowdfunding. C'est seule aussi qu'elle s'est battue pour obtenir une sortie nationale. Ouvrir la voie sera en salle à l'automne 2017. C'est une première victoire. Avec Amandine Gay, on a parlé d'adoption, de l'injonction politique à la joie et des écureuils du Canada. Amandine Gay, vous êtes cinéaste, essayiste, activiste et l'une des figures de proue de l'afroféminisme en France. Votre pensée est extrêmement élaborée sur les questions d'intersectionnalité et mon envie de journaliste, la première en tout cas, ce serait de vous poser des questions comme à une experte, des questions pour éclairer les discriminations spécifiques subies par les femmes afrodescendantes dans notre société. Mais vous m'avez déjà répondu en fait, parce que j'ai vu votre film Ouvrir la voie. Il répond à ces questions. Il y répond très précisément parce qu'on y écoute, on y regarde aussi, parce que l'image est sublime. 24 femmes noires y racontaient leur vécu. Elles vivent en France ou en Belgique et elles décrivent la façon dont le racisme se manifeste à chacune des étapes de leur vie, de leur enfance à leur orientation scolaire, puis dans leur vie amoureuse, dans leur vie psychique, dans leur vie culturelle, dans leur vie professionnelle. Chacun de ces récits est un éclairage politique, probablement le meilleur possible. Il me reste néanmoins une question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. C'est comment on devient la cinéaste qui réalise ce film, quel vécu, quel questionnement aboutissent à un engagement artistique et politique aussi puissant. Est-ce que voir votre film, c'est déjà un peu comprendre qui vous êtes ? Bah oui, forcément. Le film parle aussi beaucoup de moi puisque la première trame du film, c'est un questionnaire qui est basé sur ma vie. Donc l'idée c'était de commencer avec le jour où on découvre qu'on est noir et ce que ça veut dire au sens politique, au sens de construction sociale, jusqu'au jour où on décide ou non de quitter la France, puisque moi je me suis installée au Canada il y a 1 an et demi. Et puis au milieu de tout ça, j'ai mis toutes les choses qui avaient trait à mon parcours et dont je voulais voir si justement elles entraient en dialogue avec d'autres filles noires, puisque moi je suis adoptée donc, et j'ai grandi dans une famille blanche à la campagne lyonnaise, et donc il y a aussi toute une partie de ma vie où je me demandais si mon expérience était, on va dire, représentative ou aller faire écho avec des filles qui avaient vraiment grandi dans les communautés afro. Alors on va revenir un tout petit peu en arrière si vous voulez bien. Donc vous avez grandi dans la campagne lyonnaise. C'était comment de grandir là-bas ? Ah, c'était intéressant. Il y a plusieurs choses. La campagne, c'est très bien. Moi, je suis ravie d'avoir grandi dans un village où il y avait des vaches. Il y avait, même quand j'étais petite, il y avait encore une ferme. On pouvait aller acheter le fromage, tout ça. Donc il y avait plein d'enjeux qui étaient super, comme la liberté de pouvoir courir dans les champs à côté, moi, j'ai un grand sentiment de liberté enfant, de pouvoir aller où je veux, et qui peut-être a aussi beaucoup influencé la suite. Et puis
l'école en petite maternelle, je suis dans mon village, donc où les enfants, puis je pense que c'est l'âge où justement ces questions-là sont pas encore forcément thématisées. Donc jusqu'à la grande section de maternelle, c'était super. Et puis j'ai changé d'école en grande section de maternelle pour aller dans le village d'à côté, puisque ma mère était institutrice et elle a été mutée dans ce village-là, et donc je suis partie avec elle. Et là, ça a été autre chose, parce que là, c'était la grande section de maternelle, où les enfants sont effectivement beaucoup plus articulés. Et puis, donc, le début du film, c'est calqué sur mon expérience. Moi, j'ai eu cette arrivée en grande section de maternelle où on m'a dit « Je te donne pas la main, t'es noir ». Qui a donc été une espèce de double moment catastrophique, où déjà, j'ai appris que j'étais noire, et qu'apparemment, voilà, c'était assez grave pour qu'on refuse de me donner la main, ce qui, à 5 ans, est un drame. Et puis, bon, j'ai quand même eu de la chance, puisque dans ce village-là, il y avait le fils du meilleur ami de mon père. Donc qui lui me connaissait depuis très longtemps, puis qui lui est venu me donner la main. Et puis je pense qu'il y a aussi des choses comme ça qui font que voilà, on n'est pas non plus détruit par certains événements. Donc, mais oui, à partir de là, pour moi, ça s'est jamais arrêté, quoi. Il était à partir du moment où j'ai pris conscience que j'étais noire et dans cette chose très violente de rejet en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Et puis après ça s'est formulé sous plein d'autres enjeux, les amis dont les parents votent Front National et qui n'ont pas de problème à vous le dire en vous tenant le discours, mais toi c'est pas pareil, toi on t'aime bien. Et donc bon voilà, ça c'est des choses que j'ai effectivement connues, vécues, les professeurs qui s'attendent à ce qu'on soit plus mauvaise et qui même le prennent mal quand on ne l'est pas. Moi, j'ai quitté l'école primaire avec le maître en CM2 qui m'a dit « Tu verras, tu vas t'effondrer en 6e ». Voilà, et ça ne s'est vraiment jamais arrêté. Ouais. Comment vous parlez quand vous étiez petite ? Je pense à vos parents. Quel genre de mots, quel genre de langage ils employaient avec vous ? Déjà, moi, j'ai grandi dans une famille qui est relativement atypique, on va dire, puisque c'est ma mère qui gagnait plus d'argent, c'est ma mère qui avait fait plus d'études. Et puis ma mère est quelqu'un qui ne se maquille pas, qui est dans une approche aussi, on va dire, comme alternative du genre, même si elle le thématiserait pas du tout comme ça. Et donc ça c'est des choses que j'ai compris plus tard, c'est-à-dire que chez moi tout le monde faisait tout, et mon père et mon frère, tout le monde fait le ménage, la cuisine, tout ça. Donc déjà moi j'ai grandi en pensant que ça c'était la normalité entre guillemets. C'est plus tard que j'ai découvert qu'en fait la plupart des familles étaient quand même pas mal restées au stade où les hommes ne faisaient rien, et puis où en général c'était l'homme qui avait un parcours plus prestigieux et qui gagnait plus d'argent. Donc ça c'est sûr que pour moi ça a ancré quelque chose où c'était complètement banal et normal qu'une femme soit puissante, quoi, entre guillemets. Donc ça a été un premier enjeu. Et puis c'est vrai que oui, je pense que j'ai jamais vraiment, on m'a jamais parlé comme une enfant, comme on peut parler aux enfants, quoi, qui est quelque chose que moi aussi je comprends pas. Je veux dire, les enfants c'est juste des personnes qui sont en construction puis qui ont moins d'expérience, mais il y a pas besoin de leur parler comme si c'était des personnes qui comprennent rien. Donc ça c'est sûr que ça a joué. Ma mère était aussi institutrice, donc. Moi j'ai aussi appris l'autonomie très tôt. Elle était très occupée, donc je devais faire mes devoirs et tout ça, mais on travaillait en même temps, quoi. Elle corrigeait les copies, moi je faisais mes devoirs à côté. Et puis après il y a eu le basket, donc très rapidement aussi je me suis mise à faire énormément de basket. Donc le contrat avec mes parents a toujours été en somme que je faisais ce que je voulais tant que je gardais mes notes à l'école. Et donc c'est en ça aussi je dis j'ai eu beaucoup de liberté. Moi j'avais beaucoup joué chez les amis, très rapidement je suis partie en camp de basket. Il y avait cette famille dont j'étais très proche avec le père qui était basketteur afro-américain, chez qui j'étais au moins une fois par semaine et avec qui je suis beaucoup partie en vacances. Donc oui, il y a aussi beaucoup cette chose je pense dans ma famille de les enfants c'est des personnes à qui on donne des outils pour qu'ils prennent leur envol, quoi. Le monde s'est vite ouvert en fait pour vous. Ouais. Et je pense que ça, c'était quand même aussi pas mal thématisé pour ma mère. C'est vrai que je vais beaucoup parler de ma mère. Bon, mon père est décédé en 2015, et puis c'est vrai que c'est plutôt elle qui prenait les décisions sur ces enjeux-là. Mais elle avait, par exemple, vraiment conscience que moi, j'étais noire, parce que j'ai eu beaucoup de chance aussi là-dessus. Ma mère a eu une expérience avec sa grande sœur, où à 20 ans, elles sont parties en Guadeloupe dans un échange presbytérien, tout ça, donc dans les années 70. Et donc elles ont fait cette expérience de l'altérité inversée, c'est-à-dire d'être les filles blanches de la métropole à qui on touche les cheveux, qui sont très très claires de peau, qui sont l'espèce d'attraction dans le village. Et donc du coup, dans ce voyage-là, elles ont rencontré quelqu'un qui ensuite est devenu diacre dans la région lyonnaise et qui était aussi un ami de la famille, qui était un homme noir. Donc moi j'ai aussi assisté par exemple aux messes dans la communauté caribéenne dans la région lyonnaise. Et puis c'est vrai que ma mère était très ouverte à faire ce qui maintenant par exemple est souvent demandé dans les candidatures d'adoption, à est-ce que vous avez des personnes dans votre entourage
qui pourraient être des référents afrodescendants, si voilà, vous êtes des personnes blanches qui adoptent un enfant noir. Et c'est vrai que c'est une chose que ma mère a mis en place d'elle-même dans les années 70, 80, pour moi, parce qu'il y avait mon frère avant moi. Et donc c'est vrai que j'ai été beaucoup encouragée à aller partout où j'avais envie. Et puis c'est vrai que ça m'intéressait. Moi j'avais envie de fréquenter des noirs, donc ça n'a pas été que les noirs. J'ai fait de la musique, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi toute cette question de stimulation culturelle, sportive. Ça c'était très important chez moi. Votre père, il a l'air aussi important. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps à lire votre blog. Et il y a un texte très émouvant que vous avez écrit peu de temps après son décès. Et vous dites, bien avant que les nouveaux papas soient à la mode, il s'occupait de nous. Ouais. Ben oui, parce que mon père ne travaillait pas l'après-midi en fait. Comme il était cantonnier, donc il balayait les rues, il avait les après-midi, donc c'est lui qui s'est occupé de nous pendant toute notre enfance et surtout la petite enfance. Il venait nous chercher chez la nounou et nous gardait l'après-midi. Donc c'est vrai que ça aussi pour moi ça a été quelque chose pareil dont je pensais que c'était relativement banal. C'est plus tard que j'ai découvert que non, la plupart des hommes ne s'occupent pas de leurs enfants à ce point. Et donc c'est vrai que voilà, moi j'ai aussi un souvenir d'enfance très heureuse avec mon père qui était beaucoup là, qui jouait beaucoup avec nous. Et oui, donc effectivement il a eu une très forte importance, mais on dira peut-être plus comme sentimentale et émotionnelle, et puis ma mère plus au niveau de la stratégie et de me pousser à l'école, tout ça. Vous décrivez aussi un foyer où dominent des valeurs assez humanistes, enfin c'est ce que vous venez de nous raconter un petit peu d'ailleurs, c'est un lieu ouvert aux inconnus, je vous cite, aux étranges et aux étrangers. Vous êtes héritière de ces valeurs-là ? Oui, bah complètement, je pense que plus on vieillit et plus on se rend compte de ce qu'on a pris de ses parents, parfois aussi avec effroi, mais bon, aussi oui, un certain nombre d'enjeux. Et c'est vrai que l'idée d'une maison ouverte, moi je me rappelle, mon frère étant plus âgé, de lui qui ramène des gens avec des crêtes, enfin voilà, des années 80. Les années 80, avec moi qui était relativement tétanisée à table. Mais oui, donc ça a toujours été comme ça chez nous, que c'était très ouvert. Vous êtes devenue femme ou vous l'êtes de naissance ? Alors moi je suis vraiment devenue femme. C'était pas du tout évident. Et puis ça a été un choix à un moment donné. Mais alors moi c'est pareil. Je précise toujours parce que je veux pas qu'on ait l'impression que j'en ai toujours eu conscience. Ça c'est une chose dont je me suis rendu compte en faisant certaines lectures, mais assez tard. C'était en Australie, donc j'avais 21, 22 ans. Et c'est là que j'ai lu La contrainte à l'hétérosexualité d'Adrienne Rich. Et puis un autre livre qui était plutôt humoristique, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelait Get Your Tongue Out of My Mouth, I'm Kissing You Goodbye. Je sais plus comment s'appelle cet auteur, mais bon, je n'oublierai jamais ce titre. Et donc dans ce livre-là, donc j'ai oublié l'auteur, mais elle racontait son parcours. Et c'est une femme qui a eu longtemps une chronique justement plutôt humoristique dans je sais plus quel magazine féminin aux États-Unis. Mais donc elle expliquait qu'elle, dans les années 60, elle est là et elle part dans les communes là, à San Francisco, puis qu'elle se retrouve dans ce truc hyper patriarcal en fait, qu'on oublie aussi souvent, c'est que la révolution sexuelle, ça a aussi été beaucoup des communes où les femmes se lèvent super tôt, traient les chefs, font tout le taf, pendant que les mecs fument des joints et parlent de la révolution, et après elle se retrouve à s'occuper des gosses. Donc elle, c'était complètement son retour là-dessus, et donc elle était complètement amoureuse de cet artiste, tout ça, dont elle essayait de développer la carrière, et que plus elle s'occupait de ce mec-là, plus elle était dépressive. Bon, ils finissent par divorcer, elle a besoin d'argent et elle devient écrivain public. Et puis d'écrivain public, elle retourne à l'université, et puis là, finalement, elle se met à écrire cette colonne pour les médias, puis elle s'est rendue compte au fur et à mesure que finalement, elle avait toujours été avec des hommes qu'elle voulait être. Et donc ça a été pour moi une des premières réalisations, parce que moi j'ai commencé à sortir avec des femmes quand j'étais en Australie, où je me suis rendu compte que j'étais souvent avec des hommes que je voulais être, c'est-à-dire des gens qui voyageaient, des personnes qui avaient, plutôt que moi, faire ces choses-là. Donc ça c'était la première réalisation. Puis la deuxième, en lisant Adrienne Rich, c'était que Adrienne Rich a conceptualisé ce truc d'identification masculine, c'est-à-dire une espèce de forme de misogynie intériorisée pour des femmes qui veulent pas rentrer dans la catégorie femme et tout ce qui est censé y être attaché, donc je sais pas, par exemple être douce, être effacée, être timide, et qui donc du coup vont s'identifier aux hommes plutôt justement par rapport à leurs souhaits de carrière, à leurs ambitions, et être du coup dans un rejet aussi des autres femmes. C'est pour ça que je dis que ça relève quand même d'une forme de misogynie intériorisée, et qui est quelque chose dans lequel je me suis beaucoup reconnue, c'est-à-dire que moi ma sociabilité, sauf au basket où j'étais obligée puisque j'étais dans des équipes de filles, mais
ma sociabilité adolescente était extrêmement masculine. Je portais vraiment des baggy, en plus même au niveau de l'identification, moi j'étais pas du tout dans quelque chose qui avait trait au féminin, et puis je pouvais tenir des propos de l'ordre de les filles sont chiantes, moi j'aime pas être avec des filles, je préfère traîner avec des gars parce que c'est plus franc, parce que enfin voilà, tout ce discours là qui était quelque chose avec lequel j'avais du mal à thématiser en fait. Et puis l'Australie a été c'est très intéressant aussi de couper complètement avec tous les milieux auxquels on appartient, puis de pouvoir avoir comme une ardoise sur laquelle on peut recommencer à se penser. Et donc voilà, j'étais dans un moment de gros questionnement sur le genre, mon identité de genre, mon orientation sexuelle, et puis c'est à partir de ce moment-là, en faisant ces lectures-là et avec encore d'autres événements, que par exemple moi je me suis vraiment réapproprié cette catégorie femme, et puis de me dire voilà, qu'il n'y a pas de problème aussi avec une certaine fragilité, que si j'ai envie de porter des robes et que on me hurle dessus dans la rue, c'est pas pour ça que je devrais porter des baggy, c'est la rue qui doit changer et pas moi. Voilà, donc ça a été tout un parcours aussi, mais effectivement moi c'est très récent le fait que je sois dans une appropriation de certains codes de la féminité. Ils m'intéressent pas tous, mais c'est vrai que ce soit une chose aussi avec laquelle je considère qu'on peut jouer. J'aime autant mettre des baggy et des salopettes, et c'est encore des tenues dans lesquelles on me voit beaucoup mais voilà, j'aime cette fluidité. Le temps passant, je peux aussi très bien mettre mes belles robes années 50 et mes hauts talons et me mettre du rouge partout, mais ça a pris énormément de temps. Ouais. Vous voulez dire qu'il n'y a pas une femme, mais des femmes peut-être? Exactement. Même en nous. Exactement. Alors aujourd'hui, vous travaillez, vous faites beaucoup de recherches sur l'adoption. C'est une façon particulière de se construire, dites-vous. C'est un rapport à l'identité qui est très, très particulier. Oui, parce que y a toujours cette sensation de dedans-dehors, et ça c'est pareil aussi, c'est pour ça, bon voilà, moi j'aime lire, j'aime regarder des films, j'aime en fait tout d'un coup arriver et voir que quelqu'un a pensé 10 ans à des choses qui me traversent, et que tout d'un coup je me dis oui c'est ça. Donc par exemple, quand j'ai découvert le concept d'Outsider Within de Patricia Hill Collins, je me suis dit ah oui, ben voilà, c'est ça que j'essaye d'expliquer depuis des années, qui est voilà, d'être toujours cet étranger de l'intérieur, de connaître intimement justement ce que c'est aussi que la blanchité, ce que c'est le monde blanc, puisque c'est celui dans lequel j'ai grandi, mais de connaître aussi intimement ce que c'est que l'expérience d'une femme noire, et donc de ces identités qui en général, quand on est plus jeune, on veut appartenir à la norme. Moi c'est ce que je dis souvent, il y a que les personnes qui appartiennent à la norme qui veulent être excentriques. Moi mon plus grand souhait quand j'étais plus jeune, c'était d'être comme tout le monde, je voulais être comme tout le monde, bah voilà, ça c'était mon rêve absolu. Puis c'est seulement à un certain moment de son parcours qu'on se dit ça n'arrivera jamais. Donc est-ce que je passe ma vie à me dire mon Dieu ça n'arrivera jamais, ou est-ce que je trouve un moyen de réconcilier tout ça? Et donc c'est en ça que l'adoption, mais de la même façon que par exemple le métissage. Moi je me rends compte en travaillant sur l'adoption qu'on a énormément d'enjeux en commun avec les personnes qui grandissent dans des familles biculturelles, multiethniques, multiraciales, on appelle ça comme on veut, parce qu'effectivement il y a cette question de est-ce qu'on doit choisir, qu'est-ce qu'on choisit aussi de ces héritages-là, parce que moi c'est ce que je dis, ma négritude ou ce qui constitue le fait que je suis noire, c'est une construction. Puisque il n'y a aucun héritage là-dedans. Moi, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai été construire moi-même. Vous l'avez nourri avec vos lectures, c'est ce que vous expliquez d'ailleurs dans toutes les réponses que vous me donnez. C'est vraiment une construction culturelle, en fait. Oui, bien sûr. Et puis de fréquentation. Effectivement, il y a eu le personnage d'Évariste, il y a eu le personnage de Pierre, il y a eu tout un ensemble de personnes qui ont fait que j'ai pu effectivement aussi avoir une forme de sociabilisation afro, mais qui a vraiment été quelque chose qui relève de mon parcours, et puis vraiment de choix, que j'avais envie et j'avais besoin de ça aussi, parce que mais même ça c'est des questions, bon là c'est beaucoup plus ça sera développé je pense dans 10-20 ans si je suis encore en vie, mais justement aussi de quelle part de ça je choisis. C'est-à-dire que finalement moi j'ai jamais choisi d'être une femme noire, ça m'a tellement été imposé qu'ensuite j'ai dû développer cette recherche. Peut-être que si on m'avait rien imposé, je me serais intéressée à autre chose. Mais bon, ça, du coup, maintenant, on le saura jamais. Mais c'est vrai que ça, par exemple, c'est un enjeu qui me questionne beaucoup au niveau même des positionnements identitaires. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je pense que, en fait, les thématiques qui ne sont pas problématisées, c'est-à-dire où on nous renvoie pas à un rejet ou à quelque chose, sont finalement pas celles qui nous touchent. Je prends un exemple, et j'ai une amie qui est donc, elle aussi adoptée, d'origine asiatique, handicapée et lesbienne. Bah en fait on parlait toutes les deux du fait qu'elle, la dernière chose qu'elle a thématisée, c'est le fait qu'elle est d'origine asiatique,
Parce que bon, être handicapée et lesbienne, c'était déjà 2 enjeux qui prenaient toute la place. Et donc du coup, pour moi, c'est très intéressant aussi de voir qu'est-ce qui finalement devient politique pour nous. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui est posé comme plus problématique. Moi, c'est vrai que par exemple, la question du genre, j'ai grandi dans une famille où c'était pas vraiment normé là-dessus. Moi, ça m'a pas vraiment posé de questions, et c'est vrai que c'est pas quelque chose sur lequel je me définis. Si je vais dire que je suis cisgenre, c'est plus pour rappeler que j'ai des privilèges par rapport à une personne trans. Mais en soi, c'est pas vraiment une question que je travaille parce que ça a jamais vraiment été un enjeu pour moi. Vous parlez des modèles que vous êtes allés chercher, des sociabilisations noires que vous êtes allés trouver, mais il faut les trouver, ces modèles-là. Vous parlez beaucoup de représentation, enfin d'ailleurs tout le mouvement afroféministe en parle. En gros, quand vous étiez enfant à la télévision, il y avait Michael Jackson et Whoopi Goldberg comme modèle, évidemment aucun modèle français. Ça change quoi dans une enfance, dans une construction, le fait de ne pas avoir de gens qui nous ressemblent en fait à voir dans les médias? Ça, je pense que ça mériterait des grandes études parce que comme moi, je ne les ai pas eu, les modèles, je ne saurais pas exactement. Ce que je dirais, c'est que il y a vraiment cette question d'une forme de, encore une fois, de fierté de ce qu'on s'autorise. Quand on ne voit pas des gens qui nous ressemblent, sans aller jusqu'à la télévision, en professeur, en médecin, je veux dire dans toutes les sphères de la vie sociale, ou alors que quand on voit des personnes qui nous ressemblent, du coup elles sont uniquement en train de faire le ménage ou à la caisse ou des choses comme ça, la question de se dire est-ce qu'après moi je vais pouvoir être professeur, elle se pose. Parce qu'il y a un vrai enjeu. Moi, je disais, voilà, est-ce qu'il y a une grande trappe qui s'ouvre à la fin du collège, du lycée ou des études supérieures dans laquelle disparaissent tous les Noirs, les Arabes, les femmes, quand après on avance, par exemple, à l'université, c'est très prégnant. Maintenant, on est au stade où il y a plus de femmes qui sont titulaires de doctorat que d'hommes. Et puis, pourtant, quand on avance dans les positions de pouvoir, qui sont les profs titulaires, qui sont les directeurs de département, qui sont les directeurs d'université, là je n'ai pas féminisé parce que ça reste majoritairement des hommes. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que toutes ces doctorantes femmes n'ont pas les capacités pour devenir professeur titulaire, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a toujours des blocages ? Mais ça, pour arriver à cette conception-là, il faut être un peu dans ces milieux. Quand on est plus jeune, on se dit, effectivement, la Barbie médecin n'existe pas. Déjà, la Barbie, en plus, bon, même moi, je suis pas forcément pour les Barbies. Mais, je veux dire, il y a toute cette question de, c'est vrai que quand, c'est Rebecca qui dit dans l'extrait, quand elle dit, la Barbie noire, elle avait pas de travail. Mais c'est vrai, il y a un côté où Rebecca, c'est un personnage, une des femmes de votre film. Ah oui, puis dans la vie, c'est un personnage aussi, mais... mais du coup, c'est vrai que quand elle a dit ça, je me suis dit, mais oui, il y a tout cet enjeu de, mais nous, qu'est-ce qu'on devient en fait ? Pour moi, c'est vraiment ça, mais alors, c'est quoi notre place ? Ça veut dire qu'on n'a pas de place, ça veut dire qu'on n'est pas voué à devenir astronaute. Bon voilà, là, j'ai beaucoup parlé de Fatoumata Kébé, qui est donc enfin docteur en astronomie, parce que, pour moi, extraordinaire. Sa conférence TEDx, j'avais vue à l'époque, j'avais trouvé incroyable. Enfin, j'invite les auditeurs à aller la regarder, parce que quand elle parle des déchets dans l'espace, c'est incroyable. C'est fascinant. Au niveau de... Et ça, pour moi, c'est vraiment l'avenir, parce qu'elle a aussi ouvert une association pour encourager les jeunes filles, en particulier racisées, à faire carrière, et en tout cas des études dans les sciences. Et ça aussi, bon, la place des femmes dans les sciences en général, et encore plus pour les filles racisées, et encore plus si elles viennent de milieux populaires. Donc pour moi, c'est vraiment le fait que maintenant, il y a une Fatoumata. Donc du coup, on peut dire, regardez, c'est possible. Ça, pour moi, c'est vraiment ça. C'est en fait s'ouvrir l'univers des possibles. Et donc, quand on grandit dans un pays où on est représenté nulle part, l'univers des possibles, il est quand même très, très restreint, quoi. Et on le voit ensuite dans les choix de carrière. Je veux dire... les carrières sciences médico-sociales qui sont remplies de jeunes filles noires et arabes, moi ça me pose beaucoup de questions. Est-ce que ces filles-là se sont dit 30 secondes qu'elles pouvaient faire autre chose ? Est-ce que les gens qui les ont en classe se sont dit eux aussi 30 secondes que peut-être qu'elles pourraient faire autre chose ? Je suis pas certaine. Et c'est ça qui est très triste, c'est que même elles se voient pas ailleurs en fait. En parlant de carrière et de choix, vous avez fait Sciences Po à Lyon, donc vous deviez avoir 18 ans quand vous êtes rentrée à Sciences Po. Quels étaient vos rêves à l'époque ? Moi je voulais être journaliste à l'époque. J'étais encore un peu partagée entre journaliste et avocate. Et puis quand même assez rapidement, là, quand j'ai vu les pavés qu'il fallait apprendre par cœur pour devenir avocate, ça a nettement penché du côté du journalisme. Et puis je pense, j'étais jeune, j'avais même 17 ans quand je suis rentrée, donc... j'avais encore aussi cette vision très naïve. Pour moi, le journalisme, c'était les grands reporters. Moi, je me voyais partir à l'aventure, voilà. Et puis aussi tout le côté littéraire de l'écriture, quoi. Donc assez rapidement, on a eu des interventions de directeurs d'écoles de journalisme qui sont venus à Sciences Po nous expliquer un peu, pour ceux qui étaient intéressés pour ces carrières-là.
Et alors très vite, moi j'ai complètement déchanté, c'est-à-dire qu'on a eu des gens qui sont venus nous dire non mais aujourd'hui le journalisme c'est plus ça, il faut arrêter d'avoir ces visions voilà justement romantiques, naïves. Le journalisme d'abord c'est faire ce que vous dit votre rédacteur en chef et ensuite il faut être au plus près de ce que veulent, de ce qui intéresse les Français. Et puis là moi je me suis dit donc en fait qui décide de ce que veulent et de ce qui intéresse les Français? Et comme en plus par ailleurs moi j'ai un petit problème de rapport à l'autorité, surtout quand je considère qu'elle n'est pas juste, je me suis dit bon c'est pas du tout pour moi en fait, je me voyais pas du tout dans une rédaction avec quelqu'un qui me dit ce que je dois écrire. Enfin je veux dire c'est pas du tout ça que je veux faire en fait. Donc du coup là je me suis orientée vers le documentaire en me disant peut-être que là il y a quand même aussi le temps de travailler ces sujets, parce qu'il y avait aussi ça, le journalisme aujourd'hui c'est un espèce de truc où il faut coller à l'actualité, il faut produire super rapidement, à part effectivement des espaces comme Mediapart, même ça je veux dire le fait qu'en France le journalisme d'investigation soit très peu développé. Aux États-Unis, en Angleterre, il y a de la place pour vraiment du travail de fond. Aujourd'hui en France, il faut s'accrocher quoi. Il y aurait pas Mediapart, il y aurait quasiment rien en fait. Donc du coup voilà, pour moi ça me posait beaucoup de questions et je me suis dit donc ça c'est pas pour moi, et donc j'ai été voir vers le documentaire en me disant il y a le temps de faire des recherches. Moi j'aime beaucoup les recherches aussi, toute la phase préliminaire de préparation d'un film ou d'un travail de recherche. Moi c'est peut-être même ce que je préfère. Le temps long, vous le dites souvent, c'est ce que vous préférez. Ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est là qu'on a le temps aussi de faire évoluer sa pensée. Moi, je me rends compte que ce que j'aime, c'est ce mouvement. C'est aussi pour ça que j'ai du mal avec l'autorité ou que j'ai du mal à faire partie d'un groupe, par exemple politique. Je l'ai fait, j'ai essayé avec Oser le féminisme, mais un groupe, ça veut dire une ligne. C'est comme la ligne d'un parti à laquelle on doit se conformer. Moi, je suis quelqu'un qui change beaucoup d'avis, pas parce que je suis une girouette, mais parce que ce qui était vrai il y a 3 ans ou ce qui me semblait évident il y a 3 ans, après l'avoir éprouvé, moi, ce que j'aime en fait, c'est avoir une idée, la tester. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Dans la recherche, on a une hypothèse de départ, on fait son travail et puis à la fin, elle est validée, elle est pas validée. Moi, je me rends compte que j'aime travailler comme ça sur à peu près tout, que ce soit la recherche, la création ou même dans le militantisme. C'est on voit ce qu'on peut faire, on essaye, ça fonctionne pas, plutôt que de mettre en place des modèles, par exemple. Ça m'intéresse pas. Alors que on a aussi besoin de modèles théoriques. Quand je dis que voilà, quand j'ai lu le concept créé par Patricia Hill Collins, l'intersectionnalité, qui est le concept aussi créé par Kimberly Crenshaw, on a besoin de modèles. Mais moi, je me rends compte que ma façon de fonctionner, elle est moins sur les modèles, elle est plus sur essayer d'éprouver les modèles, de les pousser à bout, de voir comment on peut les changer, les adapter dans différents contextes. Et là, je peux te dire que je sais absolument pas de quoi on parle au début. On était à Sciences Po. Et vous aviez 17 ans. Oui, et le journalisme, c'était pas possible en fait. Voilà. Et puis, donc j'ai terminé Sciences Po et je suis donc allée faire ma 4e année. Moi, j'étais au milieu de la réforme, donc on était la promo en 4 ans. Et j'ai fait ma 4e année en Australie. Et donc j'avais fait mon mémoire sur les enjeux du traitement de la question coloniale, et donc je voulais aller quelque part où il y avait un département en Australie, ils avaient les Aboriginal Studies, et en plus l'université que j'avais choisie, c'était la première fois qu'une femme aborigène donnait le cours d'Aboriginal Studies, donc qui était aussi un espèce d'événement, et que voilà, c'était pas aborigène, je dis pour ceux qui ne sont pas forcément. Non mais ça vient de me venir à l'esprit qu'il faut peut-être traduire effectivement. Oui c'est vrai. Ouais. Donc études aborigènes et puis voilà, là c'était pas thématisé comme ça dans ma tête, mais c'est vrai que c'était vraiment aussi cette question de réappropriation de la narration. C'est non seulement se confronter ouvertement à son histoire coloniale et donc de créer des départements qui étudient ces enjeux-là, mais en plus qu'une femme aborigène vienne donner ce cours, là c'était encore autre chose parce que c'était vraiment de sa perspective, et puis c'était une année géniale où elle a fait venir des intervenants qui étaient justement un comédien aborigène australien super connu qui racontait tout son parcours, enfin il y avait plein de choses, et donc j'avais commencé aussi à bifurquer vers le cinéma, et donc j'ai pris les cours d'études aborigènes et j'ai aussi fait un trimestre d'études de cinéma. Dans lequel on devait produire un cours en groupe et tout ça, puis là on avait cours de montage, d'écriture et tout, où là ça a confirmé que j'aimais ça, c'est moi qui ai eu la meilleure note en scénario, enfin bon voilà, c'était vraiment, là je me suis rendu compte que c'était vraiment mon truc, que j'aimais, puis aussi de connaître mes limites. Donc moi par exemple je ne suis pas cadreuse à jamais, la caméra c'est pas pour moi, par contre le montage, l'écriture, ça c'était mon truc. Et la direction aussi, non? Oui, la direction aussi. Tellement belle dans Ouvrir la mais voie, voilà, le côté gestion de projet, le travail de réalisation quoi, mais c'est vrai qu'il y a aussi des réalisateurs tristes qui sont des personnes qui prennent la caméra, alors moi c'est sûr que non. Et donc ça m'amène à la fin de Sciences Po. Et j'étais très fatiguée. Là, j'avais 21 ans, je pense.
Et donc je sortais de ce parcours d'une vie obsédée par l'excellence. C'est ce dont j'allais vous parler, cette espèce d'esprit pas de compétition, mais peut-être un petit peu quand même, complètement, d'être la première, d'être la meilleure. Et puis de revanche, et puis voilà, déjà je pense que c'est très prégnant chez beaucoup de personnes racisées, en tout cas par celles qui ne sont pas détruites par le racisme systémique, par le sexisme et tout ça, d'avoir un espèce de pulsion de vie inverse qui va être je vais vous montrer ce dont je suis capable, mais qui pour moi aussi à un moment donné s'est avéré je sais pas, j'ai eu comme un retour de bâton de ça. À 21 ans, je me suis dit bon voilà, quand je suis rentrée à Sciences Po, je faisais encore du sport au niveau. Donc je jouais à Bron, donc on était une équipe de basket en National 3. Voilà, à Sciences Po, le sport de haut niveau, maintenir un engagement citoyen, moi j'ai toujours été, donc voilà, avant j'étais déléguée de classe, je suis rentrée à Sciences Po, j'étais au bureau des élèves et je m'occupais de la commission culturelle. Elle ne peut pas s'en empêcher. Non, je ne peux pas m'en empêcher. Donc voilà, il y avait toujours ce côté un peu de surenchère, d'activité, et puis d'exceller dans tout ce qu'on fait pour justement ne pas être le cliché, ne pas être ce qu'on attend de moi. Et puis moi j'ai eu un sentiment très net en arrivant en Australie, que je savais très bien ce que je ne voulais pas faire, mais que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. C'était un peu ça la conclusion à ce moment-là, c'était de me dire ça fait des années que je lutte pour ne pas être un stéréotype et tout ça, je serais incapable de dire ce que j'ai vraiment envie de faire, ou plus exactement, je sais ce que j'ai envie de faire, mais je n'y vais pas, qui était justement tout ce qui avait trait au monde culturel. Et je n'y allais pas justement parce que à l'époque, j'étais, on va dire, beaucoup plus mince, donc la grande fille noire jolie, on me demandait si j'étais chanteuse, danseuse, et puis c'était très important pour moi de dire non, je suis à Sciences Po, non, je vais être journaliste, non, machin. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, et en même temps, j'ai envie de faire du théâtre. Ça faisait toutes mes études aussi, je les ai faites en travaillant. Et donc quand j'étais à Sciences Po, mon travail, ça a été, après la première année où j'avais plein de petits boulots, j'ai fini par réussir à rentrer à l'Auditorium de Lyon, qui était un très bon plan, c'était très bien payé, et puis du coup, en plus, ça me permettait de voir les concerts, tout ça. Et l'été, je bossais sur les festivals de musique, enfin voilà, et aussi j'allais à l'USAS. Donc ça faisait très longtemps que je tournais autour de tout ça et que j'osais pas y aller. Alors, si vous voulez bien, simplement, avant Oui. qu'on parle du cours Florent, de cette envie de devenir comédienne, il y a un épisode de votre vie qui est un petit peu avant, je crois. À votre majorité, vous aviez le droit d'aller consulter le dossier concernant votre naissance auprès des services sociaux. Et je pense que c'est quelque chose d'assez difficile à accomplir. Comment on trouve la force d'accomplir une démarche comme ça ? C'est pas très dur d'accomplir la démarche parce que tout le monde veut savoir. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Je sais pas à quel moment tout le monde le fait dans sa vie, mais les personnes adoptées, donc moi je suis née sous X, d'où le fait d'aller voir mon dossier à la DAS, mais les personnes adoptées en général font un retour aux origines. Il y a, dans les grands moments qui déterminent les retours aux origines, c'est soit la perte d'un des parents adoptants, soit devenir soi-même parent, soit effectivement arriver à l'âge adulte, en tout cas voilà, les expériences de deuil, de maternité, tout ça de parentalité, c'est ce qui va amener les gens à faire des recherches. Mais au fond, tout le monde a quand même la curiosité de se dire d'où je viens, quoi. Donc voilà, moi à 18 ans, dès que j'ai eu l'âge de pouvoir le faire, j'ai fait la demande d'ouverture de mon dossier, ouais. Et parce que vous parlez d'une espèce de fatigue que vous ressentiez vers vos 22, enfin tout ça c'était aussi peut-être un cycle, quelque chose que vous fermiez ou que vous ouvriez, je ne sais pas. Ouais, moi je pense que la fatigue elle était vraiment liée à ce besoin d'excellence qui peut aussi être lié d'une certaine façon peut-être à l'abandon, mais c'est moins ça, puisque je sais pas comment dire, moi finalement l'adoption n'a pas, c'est pour ça que je dis aussi qu'est-ce qu'on thématise comme enjeu politique. Dans quel ordre on met les moi c'était vraiment pas mon premier problème en fait. Il y avait d'autres choses qui étaient liées à ça, c'est parce que peut-être j'ai grandi à la campagne, mais bon, qui a aussi été énormément atténué quand j'ai rencontré d'autres filles noires et que moi je pensais que ce que j'avais vécu était lié à mon adoption et au fait d'avoir grandi très isolée dans un milieu blanc, puis que j'ai découvert que des filles qui avaient grandi dans des communautés afro à la grande ville avaient exactement ressenti les mêmes choses que moi. Donc ça a été aussi quelque chose, je pense, qui a contribué à faire que l'adoption n'était pas du tout le premier enjeu. Là, ça m'intéresse plus maintenant et je travaille dessus maintenant, justement, plus en lien avec la parentalité, avec le fait que moi, je me pose des questions, puis j'ai envie d'avoir des enfants. Puis c'est là que le désir de travailler sur l'adoption, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on transmet, est-ce que c'est quelque chose de réglé? Pour moi aussi, travailler de façon artistique et universitaire sur un sujet,
c'est achevé de prendre de la distance avec. Donc c'est quand c'est réglé en fait. Donc là, disons que je sors du cycle questions coloniales, afroféminisme, tout ça, qui sont quand même toujours des enjeux qui informent mon travail. Mais parce que ça, c'était le premier enjeu de ma vie. Et puis c'est au travers de la recherche et de la création. Disons, la recherche, ça a été la mise à distance. Et puis la création, pour moi, ça a vraiment été la résolution. En fait, le film, c'est le film qui vient fermer ce cycle-là. Pour moi, c'est la façon de partir. Et c'est une synthèse qui, achève quelque chose qui a été très douloureux à une époque, et puis maintenant, qui l'est plus du tout. Enfin, pour l'adoption, voilà, là, c'est un cycle qui commence et qui va prendre un certain nombre d'années pour vraiment être capable de produire un discours politique dessus, de produire un travail artistique aussi dessus, parce que ça, c'est peut-être plus on va vers l'intime, plus ça prend du temps aussi. Là, j'ai 32 ans. C'est sûr que c'est pas un travail que j'aurais pu faire il y a 10 ans. Et donc vous parlez de cette création artistique qui est votre canal d'expression. Donc, est-ce que c'est en tournant vers la comédie que vous avez commencé à l'explorer pleinement ? Oui, bien sûr. Le conservatoire, donc moi j'ai été prise au conservatoire du 16e arrondissement. Ça a été vraiment une très grande bouffée d'air. L'école, pour ça, c'était génial parce que justement, on n'était pas bridé sur l'horizon des possibles. Encore que j'ai eu énormément de chance, c'est-à-dire que l'année où moi je suis rentrée, c'était un professeur qui venait de région, qui arrivait d'Avignon. Je pense que j'aurais été dans un conservatoire parisien avec un prof parisien dès le départ, peut-être que j'aurais été moins libre. Mais effectivement, j'ai pu travailler, moi j'adore toujours Racine d'ailleurs, travailler vraiment tous les auteurs qui me plaisaient. On faisait de l'escrime, on faisait énormément d'activités. Et je pense pour moi aussi ça a été une bouffée d'air après toute la partie de recherche, de travail intellectuel qui pouvait y avoir à Sciences Po, d'arriver dans un autre type de travail intellectuel, bien sûr, apprendre les textes, et puis se poser des questions. Voilà, le jeu, c'est pas juste j'apprends mon texte et je viens sur scène, il y a toute une recherche, une réflexion aussi sur ces personnages et tout ça, mais ouais, de pouvoir laisser courir mon imagination aussi et d'être dans quelque chose qui avait moins trait à être productif, au moins à l'école. Après, je travaillais toujours à temps plein à côté, donc mais c'est vrai que je ne se repose pas. Non, c'est ça. Alors qu'en plus, moi, je pense que c'est très important. Finalement, le moment où je me suis le plus reposée, c'est quand je voyageais en Australie. Et là, j'avoue que c'est quelque chose ça ne va pas arriver tout de suite. Mais j'éprouve une grosse nostalgie de ça, d'avoir des longues périodes où justement on laisse son cerveau en jachère aussi. Je pense que ça m'a permis de... je pensais à ça là récemment sur justement que ce qui se passe en ce moment, c'est comme une synthèse qui est très... Je sais pas, que tout va très vite et que tout me vient très vite, mais c'est parce qu'aussi il y a eu des grandes périodes comme ça où j'étais un peu dans les limbes, et je pense que s'il n'y a pas ces périodes-là, il peut pas y avoir la période qui est aujourd'hui qui est hyper intense. Et donc là, j'avoue que j'ai assez hâte de pouvoir, par exemple, de ne pas faire de lecture utilitaire. Là, je dois travailler pour mon mémoire de maîtrise. Je n'ai pas le temps de lire de romans, j'ai pas le temps de relire des choses que j'aime bien lire régulièrement. Voilà, moi j'aime beaucoup Dorothy Parker et régulièrement, normalement, je me lis ses poèmes. Puis là, je peux pas. Voilà, ça, ce côté-là aussi, de pas être toujours dans quelque chose de toujours devoir produire. C'est aussi comme ça qu'on peut mettre en place des réflexions. Et donc voilà, ça me manque. La comédie, c'est aussi... vous parlez beaucoup de l'intellect, mais c'est aussi une histoire de corps. Et vous avez été performeuse burlesque. C'est quelque chose que vous revendiquez parce que vous êtes pour une body positivity, une positivité du corps, si on peut le traduire comme ça. C'est un milieu qui vous a apporté quoi, le burlesque ? Disons que le burlesque, c'est lié aussi au fait que moi j'ai été modèle vivant pendant plusieurs années. Donc, dans les écoles d'art, c'est ça ? Oui, dans les écoles d'art. Et pour moi, ça a été un vrai outil de réconciliation avec mon corps, justement. Dans cette idée, justement, de projection qu'il peut y avoir sur les femmes noires, cette hyper-fétichisation sexuelle, moi, j'ai trouvé quelque chose de pareil dans le film. Marie-Julie Chalut, qui est comédienne aussi, dit que le corps des femmes noires n'est pas rendu précieux. Pour moi, poser dans les écoles d'art, ça a été le moment où mon corps a été rendu précieux. Où il y a vraiment eu... où j'ai appris aussi cette distance, et puis aussi de découvrir comment... Le fait qu'un dessin, c'est toujours en fait la personne qui dessine et jamais vraiment soi. Et moi, j'aimais beaucoup ça. Il y a un livre aussi que j'aime bien qui est à propos des danseurs, mais qui fonctionne aussi très bien pour les comédiens, je sais plus si ça s'appelle Philippe ou Pascal Legendre, qui s'appelle La passion d'être un autre. Et moi, j'aime vraiment ça. Ce que j'ai aimé par-dessus tout dans ma phase comédienne, et que j'aimerais bien y revenir, ou pareil dans le burlesque, c'est on peut être quelqu'un d'autre, quoi.
on peut prendre différents corps. Moi, j'ai fait de la commedia dell'arte aussi. C'est tellement libérateur. Et tout le personnage en commedia dell'arte passe par le corps, en fait. Ça, voilà, c'est des choses qui, pour moi, étaient très libératrices, très... puis où on s'amuse aussi. Enfin, je veux dire, la comédie, c'est le jeu, que ça porte bien son nom, c'est du jeu. En tout cas, moi, ça m'amusait beaucoup, je m'amusais beaucoup. Et le burlesque, on s'amuse beaucoup aussi. Il y a vraiment cette question de... C'est aussi une interaction avec le public. Moi, c'est ça que j'aimais. C'est pour ça, j'ai dit récemment, là, moi, j'aime pas le 4e mur, j'aime vraiment... La première pièce de théâtre qu'on venait voir, et je remercierai à tout jamais la personne dont j'ai oublié le nom, qui était une prof au lycée, nous a emmené voir le mariage de Figaro, mais c'était mis en scène de façon hyper contemporaine. C'était au TNP à Villeurbanne. Et donc, à un moment donné, il y a la scène du procès, et donc là, ils prenaient des gens dans la salle, qu'ils faisaient monter sur scène, et puis c'était un espèce de truc survolté, la musique, c'était les Beastie Boys. Moi, l'image que j'avais du théâtre, c'était ce que je voyais sur France 2, avec les pièces retransmises, tout pété. Avec les 4 coups bien. Hein. C'est ça. Et la première fois, on m'emmène voir une pièce dans un grand théâtre à Lyon, je découvre un truc complètement avec des gens qui sautent partout, de la musique que moi j'écoute, enfin. Et ça aussi était ça, c'est que pour moi, c'était ça le théâtre. C'était effectivement cette grande liberté on peut tout faire, et on peut monter sur la scène, on peut descendre dans le public, on peut voilà. Le burlesque, c'est pareil. L'idée, c'est l'interaction avec le public. C'est pas juste enlever ses vêtements, c'est que le public doit réagir, quoi. Une dimension un peu provocante aussi, ou je me trompe? Oui, mais pas tant que ça aussi, parce que c'est quand même des personnes qui sont acquises à la cause. Je veux dire, on fait pas une performance burlesque, je vais pas dans un bureau où là, effectivement, il y aurait quelque chose de vraiment... de Ne vraiment... vous habillez pas. non, je garderai mes vêtements. J'ai essayé de faire un happening dans le podcast de Lorraine Bastide. Donc, je vais enlever mes vêtements. Non. Et donc, du coup, voilà, c'est pas... Et parce que, bon, même si moi, effectivement, j'étais plutôt du côté néo-burlesque, mais oui, on peut aussi y mettre des choses positives. Moi, un de mes numéros que j'aime beaucoup, puis que je reprendrai dès que j'aurai 20 minutes, c'est un reverse, c'est un où je commence nu et où je me rhabille. Et où je me rhabille, en fait, en dominatrix, et puis la musique qui passe, c'est la chanson de Brigitte Fontaine, là... je suis une fois en freluche, une petite chose en peluche et tout machin. Et donc du coup, moi j'aimais beaucoup ça aussi. Qu'est-ce que je peux raconter comme histoire en 3 minutes 30 en enlevant ou en remettant mes vêtements? Et on peut raconter plein d'histoires. Donc oui, j'aime vraiment ça. Le fait qu'il y ait toute narration possible, et puis qu'on puisse choisir ce qu'on fait avec son corps. Je disais que Rebecca Chaillon, donc, qui est aussi comédienne et qui est dans le film, c'est un personnage. Rebecca, elle fait de la performance. Moi, c'est la première sirène noire que j'ai vue de ma vie, et je le dis à chaque fois, et j'étais éblouie, quoi. Elle s'enroule les jambes dans du film plastique, elle jette de la peinture dessus, puis elle jette des paillettes, et elle se met sur un petit podium, et puis elle fait comme ça la sirène. Moi, je me disais, il y a ça aussi qui est très... Dans le burlesque, il y a l'usage du maquillage, mais qu'on peut retrouver aussi chez les drags, tous les gens qui font du drag et tout, l'usage du maquillage, transformer son corps, devenir une autre personne. Ça, pour moi, c'est quelque chose de... Et je pense, oui, qui est très libérateur pour des personnes. Il faudra en parler avec Rebecca, mais justement, toujours dans cette idée de, le monde des possibles, et ne pas être limité par, justement, ce corps de femme noire, quoi. Qu'est-ce que je peux faire au-delà de ça? Comment l'inventer? Alors, on va revenir à l'esprit, maintenant qu'on était sur le corps. Vous avez écrit, il y a 2 ans, la préface de Ne suis-je pas une femme de Bell Hooks, qui est quand même un ouvrage fondateur du Black Feminism, qui a été traduit en France donc 30 ans après avoir été écrit aux États-Unis. Il y a des questions à se poser. Est-ce que vous seriez d'accord pour lire les 2 premiers paragraphes d'introduction du livre par Bell Hooks? Oui, bien sûr. Super. C'est une bonne introduction. À un moment où dans l'histoire états-unienne, les femmes noires des 4 coins du pays auraient pu s'unir pour revendiquer l'égalité des femmes ainsi que la reconnaissance de l'impact du sexisme sur notre statut social, nous sommes demeurées, dans l'ensemble, silencieuses. Notre silence n'était pas simplement une réaction contre les féministes blanches, ni un geste de solidarité avec les hommes sexistes noirs. C'était le silence des opprimés. Ce silence profond, engendré par la résignation et l'acceptation de son propre sort. Les femmes noires de cette époque ne pouvaient pas s'unir afin de lutter ensemble pour les droits des femmes parce que nous ne voyions pas notre condition de femme comme un aspect important de notre identité. Une socialisation raciste et sexiste nous avait conditionnés à dévaluer notre féminité et à considérer la race comme seul marqueur pertinent d'identification. En d'autres termes, on nous a demandé de nier une partie de nous-mêmes et nous l'avons fait. Par conséquent, lorsque le mouvement des femmes a soulevé le problème de l'oppression sexiste,
Nous avons défendu l'idée que le sexisme était insignifiant à la lumière de la réalité plus sévère et brutale du racisme. Nous avions peur de reconnaître que le sexisme pouvait être aussi oppressant que le racisme. Nous nous sommes cramponnés à l'espoir que la libération de l'oppression raciale serait tout ce dont nous aurions besoin pour être libres. Nous étions une nouvelle génération de femmes noires à qui on avait appris à se soumettre, à accepter l'infériorité sexuelle et à se taire. Vous dites que vous avez eu un déclic lorsque vous avez compris que le film que vous réalisiez, donc Ouvrir la voie, s'adressait à la jeune femme que vous étiez à 15 ans. Qu'est-ce qu'on lui avait pas dit à cette jeune femme ? Tout. On n'avait pas fait lire le Bell Hooks déjà qui n'était pas encore traduit. Exactement. Moi je dirais qu'effectivement à l'adolescence ce qui a été vraiment très violent ça a été ces projections sexuelles. Ne pas être prévenu de cette histoire de fétichisation de les hommes de l'âge de mon père qui s'arrêtent à l'arrêt de bus le matin quand j'attends pour aller au lycée. Ça a été très violent et puis très angoissant. Enfin cette histoire de moi j'ai grandi à la campagne, quand j'attendais le bus souvent j'étais toute seule en bas de mon allée. Des hommes qui s'arrêtent en voiture, on espère qu'il va pas descendre de la voiture pour nous traîner dedans par exemple. Et ça c'est des histoires qu'on s'est beaucoup racontées avec les filles du film et puis avec plein d'autres. Je trouve que c'est un des aspects. Moi, il y a beaucoup de choses. Pourtant, je lis pas mal de choses, mais qui m'ont surprise dans le film que je m'attendais pas à entendre en fait. Et notamment cette sexualisation, cette hypersexualisation du corps de l'adolescente noire. Je n'avais pas réalisé que ça pouvait être quelque chose d'aussi lourd, quoi. Si, c'est très prégnant. Puis même ma mère le voyait, par exemple. Moi, j'étais complètement désespérée à l'adolescence parce que donc je voulais être normale. Donc même si je n'avais, par exemple, j'ai jamais eu de petit copain ou quoi. Donc mes parents, très gentiment en plus, m'ont parlé un jour quand j'avais 15-16 ans, en me disant, tu sais, Amandine, si tu es lesbienne, on t'aime pareil et tout. Puis moi, je l'ai extrêmement mal pris. J'étais là genre, non, c'est pas parce que personne veut sortir avec moi et tout. Bon, donc du coup, après, quand je suis revenue quelques années plus tard en disant, oui, alors, à propos de cette histoire d'aimer les filles aussi. Bon, oui, alors finalement, vous aviez peut-être raison. Mais donc oui, je me rappelle que ma mère souvent me disait, moi vraiment, ça me dérange, les hommes qui me suivaient au supermarché, quoi. Ou qui vraiment me dévisageaient, puis ne comprenant pas que la femme blanche à côté de moi était ma mère, pouvait même des fois se permettre des réflexions ou en tout cas des regards vraiment appuyés et déplacés où elle me disait ils ont le double de ton âge, le triple de ton âge, c'est vraiment que c'était hyper, comme on dit au Québec, malaisant. Donc oui, ça par exemple c'est une chose dont j'aurais aimé avoir conscience, mais je suis pas nécessairement sûre, effectivement aussi, après c'est pour ça que c'est intéressant toujours de discuter avec les autres, que les filles noires qui ont grandi dans des familles afro aient été plus prévenues que moi. Parce qu'aussi, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va dire à son enfant ? Déjà, par exemple, avoir des conversations sur le fait que les enfants commencent à être actifs sexuellement, c'est quelque chose. Mais en plus, comment est-ce qu'on prévient sa fille de lui dire « Attention, tu vas être fétichisé ?» Puis aussi, nous, on parle beaucoup de ça là, avec mes amis, dans cette idée et c'est ce que dit aussi Fanny à la fin du film, sur la question de à quel moment c'est trop tôt aussi. Est-ce qu'on peut pas garder un minimum de naïveté pour nos enfants, nos adolescentes aussi ? Est-ce qu'on doit arriver en leur disant « Attention, on va te prendre pour un objet sexuel, on va venir te dire panthère féline, machin », quand elles sont justement pas encore actives sexuellement. Donc il y a aussi toute cette question de prévenir, oui, mais en fait prévenir comment ? Votre film évoque aussi des thèmes dont on réalise, pour ma part, qu'en voyant le film, qu'ils sont niés comme réalité aux femmes noires. Par exemple, la dépression. On n'a pas le droit à la dépression quand on est noir. Oui, et puis c'est souvent aussi... moi, c'est ce que je dis aussi, un des autres enjeux, c'est que quand on est constamment attaqué à l'extérieur, on va vouloir parfois recréer de la fierté sur même des choses qui appartiennent aux stéréotypes. Donc moi, je me rappelle, je sais plus, c'était dans un magazine féminin où il y avait justement ces deux sœurs noires qui disaient « Dans les avantages d'être noire, on a toujours la pêche, on est toujours content et tout. » Et puis moi, je me disais, on peut pas reprendre ça à notre compte, quoi. Non, c'est une façon de nous déshumaniser. Bien sûr qu'on n'est pas tout le temps content. Bien sûr qu'on va pas bien. Bien sûr qu'il y a un vrai coup psychologique, un vrai coup moral aux violences qu'on vit dans la société. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très... dont il faut parler, qui est déjà quelque chose qui est complètement nié dans les communautés afro et aussi complètement honteux, il faut le dire. Parler de maladies mentales dans les communautés afrodescendantes, faut s'accrocher, alors que les enjeux sont là. Et puis en fait, c'est comme pour tout, dès qu'on commence à libérer la parole, moi depuis que je parle de ça, j'ai pas une fille noire qui m'a pas dit oui non c'est vrai que moi j'ai une tante et moi mon frère et moi machin et tout. Oui bon, c'est juste que c'est pas parce qu'on n'en parle pas aussi que ça n'a pas lieu.
Et après, effectivement, vis-à-vis du groupe majoritaire, il y a cet enjeu, effectivement, de, voilà, les noirs un peu bamboulards, rigolos. Moi, c'est pour ça, par exemple, que j'ai pas supporté Intouchable. Parce qu'on est toujours dans cette représentation du grand mec souriant qui danse. Avec Omar Sy, où il assiste à une personne handicapée. Voilà. En façon jouer. C'est ça, et je veux dire, dans ça aussi, il y a cette question de, il n'y a aucune profondeur, il n'y a aucune complexité. Les personnages noirs, quand ils sont représentés à l'écran, ils sont souvent, je veux dire, les personnages dans lesquels on enferme Firmin Richard, par exemple, c'est vraiment ça. Il y a toujours ces espèces de personnages unidimensionnels, qui sont soit gentils, soit drôles, soit naïfs, voire un peu niais parfois. Et pour moi, ça aussi, c'est quelque chose de, voilà, nous sommes des êtres complexes, comme le reste de l'humanité, en fait. Et chez nous, il y a aussi des personnes manipulatrices, calculatrices, des personnes complètement dépressives, et on n'est pas uniformément heureux de vivre, content, tout ça. Et puis même dans cette forme de joie, et c'est toujours Fanny qui dit ça, là, il y a un extrait que j'avais publié sur YouTube, qui s'appelle « Tu vas être ébloui par ma joie », et qu'il y a quelque chose de très politique là-dedans. C'est pas simplement qu'on est joyeux, c'est juste que justement on subit beaucoup d'attaques, et une forme de résistance, c'est de dire quoi que tu me fasses, moi je vais rester digne, et je vais rigoler fort, et je vais prendre de la place, puisque ce que tu veux c'est que je sois silencieuse et que je disparaisse. Donc même là-dedans... C'est une résistance. Voilà, et donc ça c'est quelque chose qui est très peu pensé comme tel ou thématisé comme ça, et donc oui, moi ce qui m'intéresse de toute façon c'est de mettre fin au tabou et au déni, donc c'était un enjeu. Ouais. Il y a une autre problématique aussi qui est niée aux femmes noires, l'homosexualité. Alors l'une de vos interviewées a cette phrase géniale, elle dit « Je croyais que j'étais toute seule ». En fait, c'est encore une question de représentation. Ben oui, bien sûr. Parce que, voilà, qui peut citer des personnalités, déjà, citer des personnalités femmes noires françaises connues, bon, voilà, il faut s'accrocher. Mais alors, en plus, queer, bon, bah là, effectivement, il y en a quasiment pas. Maintenant, il y a Shirley Soignon qui est out. Moi, à ma connaissance, c'est la seule femme noire dans l'espace public français qui est out. Voilà. C'est pas beaucoup. On est en 2017 maintenant, d'ailleurs. En fait, ce qui m'intéressait, c'est de la façon dont vous avez suscité la parole des femmes que vous avez interviewées. On sent une sincérité, une pureté dans leur récit, et même techniquement, comment ça s'est produit? Mais c'est pour ça que je disais que le blog est important, parce que moi je me mets en danger, et c'est parce que j'essaye d'être le plus clair possible sur où je me situe, et aussi en termes de rapport de pouvoir, que les personnes en retour peuvent me faire confiance. C'est-à-dire que normalement, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est aussi ce qu'on a quand on me rencontre. Après, j'essaye de me garder un minimum de vie privée, parce qu'après, il y a aussi cette tension-là qui est, bon, d'accord, le privé est politique, mais moi, à force de raconter plein de choses pour ne pas créer de nouvelles normes et tout, je me retrouve à beaucoup étaler ma vie privée dans l'espace public, donc ça, c'est aussi un autre enjeu. Mais parce que ce projet, justement, est basé sur ma vie aussi, moi, il n'y a rien que je demande aux filles que moi, je fais pas. Donc ça c'est aussi comme ça que ça marche, c'est réciproque, et ça vient aussi de mon parcours en sociologie. En France on n'est pas très éthique au niveau de la recherche, en Amérique du Nord. Là par exemple je suis en train de préparer mon mémoire de maîtrise, je dois remplir une procédure éthique qui est extrêmement contraignante, mais c'est très bien. Et je dois dire quelles sont les retombées pour les personnes interviewées, quels sont les dangers pour les personnes interviewées. Je dois leur donner un formulaire où j'explique ce que je fais comme recherche, où j'explique ce que je vais publiciser de la recherche, où je leur donne aussi la possibilité, là, qu'elles n'ont pas eu dans le film, parce que c'est une œuvre créative, donc c'est différent de la recherche. Dans la recherche, les gens ont le droit de se retirer à n'importe quel moment, en tout cas moi c'est la règle que je donne, les gens peuvent se retirer du projet de recherche à n'importe quel moment sans aucune justification. Parce que ça leur redonne du pouvoir en fait. Une forme de contrat en fait. Exactement. Et moi c'est quelque chose que je reproche aux personnes qui font du documentaire, aux personnes qui font du reportage de guerre, aux sociologues, c'est d'être toujours dans ce rapport surplombant qui n'est pas seulement dans la parole, mais aussi dans qu'est-ce que ça met en jeu pour vous dans votre propre carrière. Et quand on est une personne blanche de classe moyenne supérieure qui va aller interviewer les toxicomanes à Marx-Dormois, en fait, ces personnes-là, si elles ne sont pas contentes du portrait qu'on brosse d'elles, si elles ont des revendications a posteriori, mais comment est-ce qu'elles peuvent vous attaquer? Elles n'ont pas le pouvoir de se retourner contre vous. Moi, je donne souvent l'exemple des Pinson-Charlot, qui sont quasiment les seuls sociologues en France à travailler sur les puissants. Parce qu'évidemment, quand vous écrivez quelque chose sur des chefs d'entreprise, sur des grandes familles, ces gens-là, ils ont les moyens de vous traîner devant les tribunaux. Ils ont les moyens de briser votre carrière. Donc là, vous vous mettez vraiment en danger comme chercheur. Là, vous faites quelque chose qui est vraiment politique. Allez voir ceux qui sont en dessous, allez voir ceux qui n'ont pas les moyens de venir vous demander des comptes. Ben, ça, c'est quelque chose qui, moi, me pose beaucoup de problèmes. Donc là, déjà, on est dans un rapport horizontal parce qu'on est toutes des femmes noires.
Donc moi, je leur pose pas des questions sur quelque chose d'ésotérique. Je leur pose des questions sur l'expérience commune qu'on a déjà entre femmes noires. Mais après, il est évident que les filles, elles savent où me trouver, elles savent où j'habite, elles ont mon contact, elles peuvent m'interpeller sur les réseaux sociaux. Moi, je peux pas faire n'importe quoi. Il y a une solidarité évidente autour de vous. J'ai assisté à l'une des premières diffusions du film, je crois que c'était à Saint-Denis, c'était en décembre. Et à la fin du film, j'ai ressenti une grosse émotion en les voyant descendre sur la scène avec vous. Vous teniez la main. On sent aussi que c'est une aventure presque aussi importante pour elles que pour vous. Si, bien sûr, et puis c'est quelque chose aussi que moi j'ai construit comme tel. Le projet, il dure depuis 3 ans, aussi parce qu'on a des problèmes de financement, mais aussi parce que ça a été très important pour moi de construire un groupe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les 24 personnes qui souhaitaient participer, une fois que je leur avais... Et aussi parce que, quand je dis que c'est très écrit en amont, moi je les ai recrutés avec le questionnaire déjà fait. Le film était déjà écrit en fait. Moi je leur ai présenté les thématiques, et on s'est mis d'accord en discutant, est-ce que ça leur convenait ? Moi, je voulais qu'elles soient à l'aise avec le fait qu'effectivement, il y allait avoir de la nudité, parce que je savais déjà que j'allais filmer la performance burlesque, qu'on allait parler de religion, qu'on allait parler d'orientation sexuelle. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Moi, j'ai rencontré 45 personnes. À la fin, il y a un groupe de 24. Et j'ai quasiment, moi, exclu personne. Les seules personnes que j'ai exclues, c'était sur le fait que je les sentais vulnérables, et que justement, c'est une prise de parole publique, et que je me disais peut-être que... Moi, j'ai jamais vraiment douté que ça allait fonctionner. Et je me disais, je suis pas forcément sûre qu'elles soient prêtes pour le raz-de-marée qui va arriver derrière. Donc, pour ces personnes-là, je les ai pas sélectionnées. C'est les seules. Les autres, c'est des personnes qui ont décidé elles-mêmes de ne pas participer. Et donc, quand il y a eu 24 personnes, j'ai commencé à organiser des soupers à la maison pour qu'elles se rencontrent. L'idée étant, moi, je suis aussi une grande admiratrice d'Ella Baker. Et Ella Baker, c'était une de ces organisatrices. On oublie souvent que le mouvement des droits civiques s'est aussi fondé sur... le système de la Black Church et des organisations donc religieuses qui étaient tenues par les femmes. Tout le niveau organisationnel des mouvements des droits civiques, c'est les femmes qui faisaient l'organisation communautaire, l'éducation des jeunes, et puis après il y avait les hommes qui prenaient le micro et qui prêchent et tout ça. Mais en fait, le plus gros du travail pour mobiliser les gens, pour aller faire les marches, c'est les femmes qui faisaient ça. Et la Baker, c'était une de ces organisatrices-là. Et elle disait, les gens forts n'ont pas besoin de leaders forts. Et moi je crois vraiment à ça, c'est-à-dire que l'objectif, en tout cas de mon travail, c'est de donner des outils aux personnes pour qu'après elles puissent faire leur truc. Et donc l'idée, c'était que les filles se rencontrent à la maison. Et ce que j'ai dit, c'est que moi je savais très bien, là je suis complètement indisponible. Mais si jamais, je sais pas, elles avaient été choquées ou quoi, elles ont des personnes vers qui elles se retourner. Elles se connaissent. Les filles qui sont dans le film aussi, moi j'ai organisé ça comme une conversation, c'est comme ça que je le pensais dès le départ. D'ailleurs, elles se répondent dans le montage du film. Bien sûr. Et donc j'allais pas faire ça avec des filles qui se connaissent pas dans la vraie vie. C'était quand même étrange. Donc du coup, pour moi, il y avait cette idée de, finalement, la conversation qu'elles voient à l'écran, c'est aussi des bouts de conversation qu'elles ont déjà eu entre elles. Donc c'était vraiment important de construire un groupe qui soit pas artificiel. Et c'est parce que, en fait, on s'est fréquenté aussi pendant 1 an et des poussières que quand on fait les entretiens, bah oui, elles se livrent vraiment, mais parce qu'on est déjà dans un rapport. Alors après, bon, ça c'est aussi des choses, peut-être que pour les prochains films, je le ferai pas comme ça, parce que c'est hyper drainant pour moi aussi. C'est quelque chose qui est à la limite de l'amitié, de la relation d'aide. Ouais. Et puis après, moi je suis quand même la réalisatrice et je suis en train de créer une œuvre qui est complètement mienne. Et après, les choix, c'est moi qui les fais, les décisions, c'est moi qui les prends. Donc, être toujours dans une espèce de négociation entre je laisse du pouvoir, mais jusqu'à un certain point, parce qu'après, c'est vrai, c'est moi la chef. Faut garder le contrôle. Voilà. Donc ça a été... Mais bon, finalement, ça s'est très bien passé. Elles sont contentes à la fin, je pense. En tout cas, pour l'instant, tout le monde est très content. Donc ça s'est fait. Mais pour avoir cette qualité de parole, il y a une vraie relation derrière, sinon ça fonctionne pas. Faut le redire, je pense, parce que le film donc, va sortir en salle à l'automne prochain, ce qui n'était pas du tout évident encore en décembre quand je l'ai vu à Saint-Denis, donc déjà bravo. Faut le redire, donc c'est du cinéma, c'est du grand cinéma. Ça émeut, ça remue, ça provoque, ça ouvre au monde. C'est aussi un acte mobilisateur au sens politique. Et donc quand je l'ai vu en décembre, dans la salle, les gens applaudissaient pendant le film. Moi, c'est la première fois de ma vie, en fait, que je regarde un film où les gens, pendant le film, se mettent à applaudir, à rire, à s'exclamer. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez l'accueil que le public fait à vos films ? Vous avez fait beaucoup de projections dans toute la France. Vous allez partir bientôt, je crois, à Berlin, en Europe. Cette semaine, c'est la Suisse. La vendredi et samedi, ce sera au Spoutnik à Genève. Mais oui, après, il y a Venise, Berlin, là, qui arrive dans les semaines. Donc, c'est vraiment le raz-de-marée que vous présagiez ? Oui. Qu'est-ce que vous ressentez pendant les projections ?
Pendant les projections, oui, c'est chouette. Moi, c'était surtout pour celle de Saint-Denis. Moi, maintenant, j'ai tendance à sortir. Des fois, j'écoute. En fait, je reste le premier quart d'heure à la porte pour voir si les gens réagissent. Et puis après, du coup, c'est intéressant aussi de voir en fonction des foules. C'est-à-dire que quand c'est majoritairement des personnes racisées à l'intérieur, bon, ça réagit au bout de 30 secondes et tout ça. Quand il y a une majorité de personnes blanches et quelques personnes racisées, il y a une espèce de double mouvement où les personnes blanches sont pas sûres de est-ce qu'elles peuvent rire ou pas, et où les personnes racisées veulent pas être les 10 non blanches dans la salle qui rigolent et tout. Puis en fait, au bout d'un moment, quand même, au bout de 15-20 minutes, je dirais que voilà, si la majorité des gens dans la salle sont blancs, ça met 15-20 minutes à rigoler et à réagir. Si la majorité est noire arabe, ça met très peu de temps. Moi, je suis contente. Après, moi, j'étais plutôt surprise, c'est-à-dire que autant il y a des endroits où j'étais sûre que les gens allaient rigoler, autant il y en a où j'étais très surprise de voir que les gens réagissaient aussi à ces choses-là. Donc je me suis dit, bon, c'est aussi moi, ça me permet aussi d'ajuster un peu de où l'opinion publique plus générale en est. C'est-à-dire que il y a des choses, par exemple, quand on est dans les milieux universitaires ou militants qui nous semblent acquises, et puis en fait, dès qu'on amène ça dans un espace beaucoup plus général, il y a plein de personnes pour qui c'est une découverte totale. Donc ça a été aussi plutôt ça, de voir finalement qu'est-ce qui surprenait les gens, qu'est-ce qui touchait les gens. Je sais que voilà, la séquence là où la fille raconte son patron qui demande si elle est nostalgique de l'esclavage. Alors ça, c'est le truc, il y a toutes les projections, il y a toute la salle qui fait « Oh non !» Donc ça, c'est rigolo aussi. Oui, non, je suis contente, mais moi, je suis quelqu'un qui... je sais pas comment dire. Bon, sinon, je ferais pas ce que je fais non plus. Mais en fait, maintenant que je vois que ça marche, maintenant, ma vraie question, c'est est-ce que ça va marcher en salle ? Là, oui, ça fonctionne en avant-première, mais moi, maintenant, je serais contente que si on fait... J'ai calculé, on dit qu'il y a 2,8 millions de Noirs en France, la moitié, c'est des femmes. On va dire qu'il y en a 5 millions. La moitié, c'est des femmes, ça veut dire 2,5 millions. Donc 10% des femmes noires qui voient le film, ça veut dire 250 000 entrées en salle. Moi, je serais pas contente si je fais pas 250 000 entrées. Il y aura pas que les Noirs qui vont aller le voir. Mais je me dis, mon cœur de cible, c'est ça. Est-ce que là, je vais être capable, est-ce que je vais être capable de m'entourer de personnes qui peuvent faire ça pour qu'on aille chercher ce cœur de cible-là ? Et c'est vrai que si je l'atteins pas, je serais pas très contente. Vous vivez à Montréal aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas qu'il n'y avait pas ici ? Le calme. C'est-à-dire un quotidien où je ne vis pas les micro-agressions raciales que je peux vivre ici. C'est-à-dire qu'on ne me suit pas dans les supermarchés. On me dit toujours bonjour quand je rentre dans les commerces. Qui sont déjà 2 éléments des choses qui en France font que je suis hyper énervée au quotidien. Les gens font la file pour prendre le bus. Donc voilà, ça peut paraître extrêmement anecdotique. Mais je veux dire, toutes ces petites excitations quotidiennes à Paris où on se joue des coudes et on se pousse et inversement, ça, il n'y a pas. Ensuite, il y a des petits écureuils partout. Donc même si en fait, ils sont un peu agaçants finalement quand on vit avec et qu'ils mangent la poubelle, tout ça, bon. Mais quand même, c'est très mignon. Ils sautent d'arbre en arbre. Moi, j'ai un bureau Mon bureau est devant une fenêtre, devant des arbres, et donc je vois les écureuils, et puis il y a la neige. La neige, ça rend tout très silencieux. Moi, je suis dans une rue où il n'y a pas de bruit. Par exemple, voilà, l'hiver dernier, au niveau de la création, par exemple, c'est génial. Il y a le silence, le calme, il n'y a pas de pollution. Moi, j'ai mon petit tour, parce qu'en plus, c'est des roues, c'est vraiment des quadrillages. Donc j'ai mon petit tour de marche de quand je suis un peu enfermée depuis un moment à la maison, et puis où il y a des parcs partout, il y a de la verdure. Voilà, il y a une qualité de vie que moi j'avais pas du tout en région parisienne. Voilà, une absence d'agression, et puis aussi une reconnaissance de mon travail. Ce que je dis beaucoup, c'est que moi ça fait 1 an et demi que je suis au Canada, on m'a plus payé pour donner des conférences et des cours que ces 8-9 dernières années à Paris. C'est l'heure de la question super bizarre, je suis désolée, je dois la poser. Ok. Comment vous entendez-vous avec votre utérus, Amandine Gay ? Avec mon utérus, c'est une bonne question. Je me disais justement, là, j'ai des copines qui bossent beaucoup là-dessus, qui font des performances, des trucs. Et je disais qu'il y a ça. Moi, c'est vrai que maintenant, je m'intéresse beaucoup et à l'adoption et plus généralement à la justice reproductive. Et moi, surtout, j'aimerais bien mieux connaître mon utérus. J'avoue que je fais partie de ces personnes qui, depuis à peu près, je pense, le cours de biologie en 5e, là... N'en ont plus entendu parler. Voilà, plus trop. Et je trouve que c'est un peu dommage. Moi, j'aimerais bien mieux me connaître. Je sais qu'il y a la première qui a fait ça, en tout cas, moi, à ma connaissance, c'est Annie Sprinkler qui faisait les performances avec le... Comment ça s'appelle ? Le truc qui ouvre, là, qui est horrible. Le spéculum. Avec le spéculum, et puis la performance, c'est les gens peuvent aller voir son utérus et tout. Et donc, du coup, moi, j'ai des copines qui organisent des choses un peu du même genre, là, qui sont dans les tripes de sorcières, et puis de... Mais en fait, je me disais que j'allais aller à un de ces jours. Parce que c'est vrai que moi, j'ai jamais fait ce truc de vraiment regarder mon utérus, être sûr de comment ça fonctionne et tout ça. Et j'aimerais bien. Voilà. Donc, je n'ai pas vraiment de relation avec mon utérus, mais j'espère que si on se reparle, je serais ravie de le rencontrer.
La prochaine fois, je vous dirai où j'en suis. Il y a une autre question que je pose à toutes mes invitées, et vous y avez un peu répondu en évoquant votre fenêtre et vos écureuils dans les arbres. Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous ? À Montréal, oui. Ouais. Et c'est très important. Définitivement, moi, là, c'était la grosse question aussi de quand on s'installerait quelque part. Il me faut un bureau, enfin, il me faut une pièce fermée pour travailler. Et on vous laisse cet espace-là, ce champ-là, dans votre vie privée, dans votre quotidien ? Oui. Mais après, voilà, comme le problème de vivre entre deux espaces, c'est que je l'ai moins à Saint-Denis quand je suis en France. Mais de toute façon, moi, je me le fais toujours. Si j'ai pas une pièce, il y a un bureau qui est mon bureau, où c'est tout mis comme moi j'aime que ce soit mis. Et il faut pas toucher. Mais si je peux avoir une pièce, c'est encore mieux. Ça évoque quoi pour vous, la poudre ? Moi, c'est plutôt la poudre pour faire tout péter. Ou la poudre d'escampette que j'ai pris en allant à Montréal. Merci beaucoup, Amandine. Merci de m'avoir invitée, Lorraine. Merci à Amandine Gay d'être venue faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr.